Salut tout le monde. Donc super content d'être là à Datalogue, un peu à la maison parce que je travaille à Datalogue pour ce Paris JS, c'est le plaisir de faire des meet-up en vrai. Donc je suis Data Vis Software Engineer à Datalogue. Donc je fais des vises, donc j'utilise du SVG, des canvas, un peu comme dans le cours précédent. On utilise aussi un mélange des deux pour les interactions et pour les parties un peu statiques. C'est à mon avis un bon conseil pour mon talk. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un concept que je trouve assez intéressant qui s'appelle le pattern matching. Très rapidement, en fait, le pattern matching, c'est une manière déclarative de faire du code bunching basé sur la structure d'une valeur. C'est un peu abstrait, je vais rentrer dans les détails un peu après. En fait, c'est une manière de faire du code branching qui, à mon avis, réduit pas mal la complexité de notre code qui est liée à la logique conditionnelle. Et ça existe dans pas mal de langages, les langages un peu récents, longs en général, mais TypeScript non. Et c'est pour ça qu'il y a à peu près 1 an et demi, j'ai commencé une librairie qui implémente le pattern matching pour TypeScript en essayant d'avoir à peu près la même ergonomie que si c'était supporté nativement dans le langage. Et ça s'appelle TS Pattern. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une petite démo de TS Pattern, du pattern matching, ce à quoi ça ressemble, etc. Essayer de vous familiariser avec cette idée-là. Et en fait, pour en arriver là, je vais commencer un peu par du contexte pour vous expliquer pourquoi je trouve que c'est pertinent. Donc, je pense que je vais surprendre. Ah oui, en fait, désolé, les slides sont en anglais. C'est parce que j'étais pas sûr que ce soit en français. Et aussi, n'hésitez pas à poser des questions pendant le talk si vous voulez, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, du coup, l'écosystème JavaScript, il devient de plus en plus déclaratif. Donc, la différence entre le déclaratif et l'impératif, c'est un peu ce qu'on a vu entre le SVG et le canvas dans le talk précédent. Donc, c'est un exemple intéressant. Donc je pense que c'est vrai autant pour le backend que pour le front-end, mais j'ai que des exemples front-end là. Donc en fait, la première librairie qui a vraiment mis l'accent sur cette notion de code déclaratif, c'est React. On s'est sorti en 2014 à ma connaissance. Et en fait, les autres librairies d'UI qui ont suivi se revendiquent toutes un peu comme étant des librairies déclaratives, donc Vue.js, Svelte également. Et c'est pas seulement l'interface utilisateur, c'est aussi vrai pour les librairies de management de state. Donc tout le monde se dit déclaratif un peu aujourd'hui. Donc qu'est-ce que ça veut dire exactement? En fait, l'idée de la programmation déclarative, c'est de séparer la logique en deux étapes essentiellement. Une étape de déclaration, donc en fait on va créer une data structure qui va représenter ce qu'on a envie qu'il se produise plus tard. Et ensuite une étape d'interprétation. En fait, il y a du code qui va traverser cette data structure et qui va produire les effets qu'on attend. Donc React, c'est un exemple de librairie déclaratif parce que en fait, on décrit comment on veut que le DOM, ce à quoi le DOM va ressembler avec du JSX, et ensuite React interprète cette description et mute le DOM de manière efficace dans la librairie. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que tout notre code applicatif, il est déclaratif, c'est du JSX, c'est notre business logic, et elle est comme ça. Et toute la partie impérative se retrouve abstraite dans le librairie. Et ça, c'est, à mon avis, une bonne idée, parce que du coup, notre code à nous, il devient plus concis, parce qu'il y a moins de répétitions. La partie de la déclaration, vu que c'est une espèce de DSL pour Domain Specific Language. Ça veut dire que c'est un peu un langage de programmation, mais qui est moins expressif. Donc le domaine est restreint, donc ça veut dire qu'on fait moins d'erreurs, donc il y a moins de bugs. Donc c'est pour ça qu'on dit que la programmation déclarative, c'est plus facile à comprendre, c'est plus facile à faire évoluer. Et c'est aussi parce que du coup notre logique devient sans side effect, c'est-à-dire pas de requête HTTP, pas de mutation de DOM direct, etc. pour la plupart. Et donc c'est plus facile à tester, c'est plus facile à comprendre. Et en général, le trade-off de performance qui est lié
au fait de séparer ce qu'on doit faire en 2 étapes, il est acceptable. Même des fois, on peut faire des optimisations de performance comme ça, parce qu'on peut éviter de faire des choses qui, en fait, n'auraient aucun effet sur le résultat final, comme si... je vais pas d'exemple concret, mais on peut faire des optimisations de performance. Et donc, tout ça pour dire que c'est assez agréable. Enfin, je pense qu'on est dans un écosystème qui est assez agréable, qui nous permet de développer des interfaces assez rapidement, de travailler à plusieurs sur le projet, d'éviter la plupart des bugs communs qu'on peut avoir. Mais les langages qu'on utilise pour faire ça, c'est des langages qui n'ont pas vraiment été conçus pour ce paradigme-là. Ils ont plutôt été conçus pour un paradigme plus impératif. Et du coup, il y a un peu une pièce du puzzle qui est manquante, qui est le code branching déclaratif. Donc, en TypeScript, c'est vrai aussi pour JavaScript, il y a essentiellement 3 manières de faire du code branching. Il y a le switch statement, if et else, et le ternary operator. Et en fait, elles ont toutes des problèmes. Donc, commençons par le switch statement. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de mettre un switch statement dans un composant React, mais c'est pas facile. On ne peut pas le mettre directement dans notre JSX. Et c'est parce que c'est un statement. Donc, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui se transforme en valeur et évalué en tant que valeur au final. C'est vraiment du code que l'ordinateur doit exécuter ligne par ligne. Et donc ça veut dire qu'on ne peut pas ça retourne rien en gros. Donc le seul moyen de le mettre dans un composant React, c'est de mettre ça dans une fonction qu'on appelle tout de suite. Comme ça, donc c'est un peu verbeux, c'est pas très beau. Et il y a un deuxième problème avec le switch statement, c'est qu'on peut brancher que sur une valeur à la fois. Donc là, dans ce cas-là, admettons, j'ai un utilisateur qui est soit anonyme, soit authentifié. Et s'il est authentifié, il est soit administrateur, soit contributeur. Et en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est afficher différentes interfaces en fonction de s'il est du type d'utilisateur et du rôle de l'utilisateur. Et si je veux faire ça avec un switch statement, je suis obligé d'en mettre 2, parce que je ne peux pas vérifier 2 propriétés différentes dans le même objet. Donc je suis obligé de les nester comme ça. C'est un problème qu'on n'a pas avec if et else, parce qu'en fait, on crée une expression booléenne comme ça en vérifiant plusieurs propriétés de notre objet, et donc on peut tout mettre au même niveau, mais on a toujours le problème du fait que ce sont des statements et pas des expressions, et donc que ça ne renvoie pas de valeur, qu'on est toujours obligé de mettre dans des fonctions. Et un autre problème que je trouve, que j'ai avec ce genre de code-là, qui est assez commun, c'est que je trouve que ça évolue pas très bien au cours du temps. Donc en fait, là j'ai un exemple où j'assigne conditionnellement une variable, et peut-être après je vais l'utiliser dans ma fonction de render, et voilà. Et en fait, le problème de ce code-là, c'est qu'on a plusieurs statements qui sont reliés, mais implicitement. Et ce que je veux dire, c'est que en fait, c'est tout à fait possible de mettre un autre statement qui n'a rien à voir au milieu de ce code-là, et vous allez me dire, on n'a qu'à pas le faire, c'est pas grave. Mais en fait, dans une code base assez importante avec plusieurs contributeurs, etc., des fois c'est difficile de voir l'intention qui est derrière le code qu'a écrit quelqu'un d'autre. Et on peut faire évoluer le code dans cette direction-là sans vraiment se rendre compte qu'on est en train de casser un peu l'intention du code qui était avant. Et au final, on se retrouve avec du code qui est assez complexe, qui mélange plein de concerns différents. Donc, par exemple, si quelqu'un doit faire une requête HTTP quand l'utilisateur est authentifié, peut-être que dans un code qui est déjà compliqué, peut-être que la manière la plus simple de le faire, c'est ça, c'est de le rajouter à cet endroit-là. Et du coup, on a du code qui ne représente pas du tout l'intention de départ qui était d'assigner conditionnellement notre variable. Et donc, on a une autre solution, c'est les ternaries. Donc les ternaries, c'est en gros if-else, mais sous forme d'expression. Et donc ça se présente sous cette forme-là, vous connaissez probablement ça par cœur. Et donc ce qui est intéressant, c'est que puisque c'est une expression, on ne peut pas vraiment insérer du code qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de faire
a posteriori, donc ça permet de garder les différents concerns de notre code de manière un peu plus clairement séparée. Donc c'est pas mal. Mais, et puis aussi, vu que c'est une expression, ça veut dire qu'on peut l'utiliser directement dans un tag JSX, ce qui est vraiment pratique. Mais ça ne scale pas très bien. Parce que quand on veut avoir plusieurs branches, on est obligé de les imbriquer et ça devient assez difficile à lire, assez difficile à comprendre. Et un autre truc qu'on ne peut pas faire, c'est de vérifier que tous les cas sont bien gérés. Donc admettons, j'ai une valeur qui a un type, et ce type c'est A, B, C, D, E, F ou G, et je suis sûr qu'il n'y a pas autre chose que ça. Mais je ne peux pas demander à TypeScript, au moment de la compilation, de vérifier que j'ai bien géré tous les cas et de me faire une erreur à la compilation si j'ai oublié un cas ou si je gère quelque chose qui n'existe pas. Et ce principe-là, ça s'appelle l'exhaustiveness checking. Et donc l'idée, c'est ça, c'est de faire en sorte que le compiler vérifie que j'ai bien géré tous les cas. Donc il y a pas mal de manières de faire ça différentes. En voilà une. Donc l'idée, en fait, c'est de décrire une fonction qui prend un paramètre. Donc cette fonction, elle ne fait rien du tout, mais elle prend un paramètre de type never. Donc never en TypeScript, si vous n'êtes pas familier avec ça, c'est le type vide qui n'a pas d'habitant. Donc ça veut dire qu'en fait on ne peut pas le construire. Donc c'est le type pour les trucs qui n'existent pas. Et le seul moyen d'avoir une valeur qui n'existe pas, c'est d'être dans un bout de code qui n'est pas atteignable, qui peut jamais être exécuté. Et en fait, c'est ce qui se produit si je gère. Admettons, je définis donc mon fetch state, qui est un objet avec une clé statut qui est soit loading, success ou error, et je le définis sous forme d'un union type. TypeScript il est capable de me dire default ça va jamais être exécuté, donc fetch state ça a le type never, donc je peux le passer avec exhaustive. Et si jamais je commente l'un des cas et que je ne gère pas bien tout, et ben, il va râler et il va me dire il manque. En fait, fetch state là ça a le type error et ça n'a pas le type never. Donc c'est une espèce de tricks, de hack pour vérifier que tous les cas sont gérés. Donc c'est pas mal, mais du coup ça marche essentiellement dans les switch statements et on se retrouve avec tous les problèmes du switch statement. Donc pour résumer la situation, on n'a pas de solution built-in de code branching qui est une expression qui permet de brancher sur plusieurs valeurs d'un coup et qui supporte l'exhaustiveness checking. Et donc voilà, ça m'amène au pattern matching qui lui a tous ces points-là. Donc comme j'ai dit au début, le pattern matching c'est du code branching déclaratif. Et ça vient à la base des langages fonctionnels, globalement. Donc, comme Haskell, Erlang, Camel notamment long. Et en fait, petit à petit, ça fait son bout de chemin et ça arrive dans les langages plus mainstream, comme Swift ou Rust, qui ont tous les deux cette fonctionnalité. Et l'idée est assez simple, en fait, c'est qu'à la place de faire une expression booléenne comme en haut, on va plutôt fournir un motif, un pattern, ce à quoi doit ressembler notre objet. Et voilà, ça c'est du code qui ne va pas marcher aujourd'hui, mais qu'à cela tienne, il y a une proposition TC49, c'est le comité qui gère la syntaxe de TypeScript et JavaScript, et il y a une proposition pour ajouter le pattern matching au langage. Et donc en fait, les exemples que je vous montre là, c'est des exemples qui utilisent cette syntaxe. Donc pour l'instant, c'est pas du tout sûr que ça ressemble à ça à la fin, parce que c'est assez early stage. Mais voilà l'idée. En fait, on peut définir une succession de patterns comme ça. Donc ça commence par le mot-clé match. Ensuite, on passe la valeur sur laquelle on veut pattern matcher. Ensuite, on a une liste de mots-clés when avec un pattern et le bloc de code qui va être exécuté si ça match. Et comme vous pouvez voir, en fait, ce qui est sympa, c'est qu'on peut extraire des parties de sa valeur, comme data, dans le cas success, et l'utiliser dans son bloc de code. Un peu comme des structuring assignment. Mais la différence, c'est que si jamais ça ne matche pas, au lieu de throw, ça va au truc suivant. Et donc, voilà. Donc, le seul souci de cette proposition, c'est que, à mon avis, elle ne va pas arriver de sitôt, parce que elle a été ouverte en 2017, il y a eu un petit peu d'activité
dernièrement, mais c'est une proposition assez complexe qui touche à beaucoup de parties du langage. Et donc, du coup, je pense que ça va mettre un certain temps. Et en plus, une fois que ça va être accepté par ECMAScript, il faut aussi que TypeScript le supporte. Et ça peut aussi mettre un peu de temps parce qu'il y a des petits conflits de syntaxe entre TypeScript et la proposition actuelle. Je vous passe les détails. Mais du coup, c'est un peu pour ça que je me suis mis à travailler un peu sur mon temps libre sur une librairie de pattern matching qui est donc en userland, c'est-à-dire qui utilise la syntaxe ECMAScript standard. Et donc ça ressemble à ça, donc c'est assez proche. Donc la différence principale, c'est qu'au lieu que ce soit des keywords, match, when, etc., c'est des fonctions ou des méthodes. Donc là, en gros, on a une fonction qui est exportée par le package TS-pattern qui prend la valeur et ensuite on va chaîner plusieurs branches de code avec la méthode with. On fournit donc le pattern que ça va matcher et ensuite on fournit un callback qui est appelé si ça match. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le type de la valeur, en fait, la valeur elle est repassée dans le callback, mais son type est narrow, ou je ne sais pas comment dire en français, pour que ça corresponde au pattern. Et donc en fait, on finit par cette méthode exhaustive qui fait deux choses. Ça exécute l'expression, donc ça renvoie la valeur, et à la compilation, ça va aussi faire en sorte que TypeScript vérifie tous les cas sont avérés. Même quand c'est vraiment compliqué, qu'il y a plein d'unions différents et qu'il peut y avoir une combinaison de différents unions. Je vais vous montrer des exemples après. Voilà, donc pour vous donner une espèce d'intuition de ce qui est possible avec des patterns par rapport aux expressions booléennes dont on a l'habitude. En fait, les patterns, ça peut être des littéraux, donc ça veut dire des valeurs standards, des strings, des numbers, des booléens, ce que vous voulez. Et donc, si c'est le cas, en gros, c'est équivalent à checker que l'input est égal à ce littéraux. Et voilà, ça peut aussi être des objets. Donc, si c'est un objet, en fait, ça va vérifier que toutes les clés sont présentes et que les sous-patterns qui sont définis sur chaque clé matchent aussi. Donc ça peut être des objets, des tuples, donc qui sont des arrays avec un nombre de valeurs prédéfinies, ou des listes, qui sont donc des arrays aussi, mais où toutes les valeurs ont le même type et la taille n'est pas déterminée. Et voilà. Et donc en fait, l'idée qui est intéressante, c'est qu'on peut les imbriquer, ces patterns. Et donc quand on a des cas vraiment super compliqués et tout, où il faudrait faire de la grosse expression booléenne et tout, et ben, souvent le pattern équivalent il est beaucoup plus simple. Et moi je trouve que c'est plus lisible parce que ça ressemble visuellement à ce qu'on attend. Donc c'est un peu plus intuitif. Et il y a aussi des patterns spéciaux, les wildcards. Donc underscore c'est une variable qui est exportée par la librairie aussi, et qui match tout en fait. Donc c'est assez pratique quand on n'est pas intéressé par une sous-partie de la datastructure, mais qu'on veut quand même vérifier qu'il y a des propriétés de la datastructure qui ressemblent à ce qu'on attend. Et voilà. Ah oui, aussi dans TS-pattern, j'ai des wildcards spécifiques à un type, donc ça me permet de vérifier que par exemple name est de type string, donc c'est underscore.string, ou de type number, etc. Et donc en fait, on se retrouve avec du code qui ressemble à ça, donc qui marche dans du JSX, qui donc, a toutes les propriétés qui nous manquaient, qui est une expression, qui a exhaustive checking, où on peut vérifier plusieurs propriétés de notre input. Donc c'est sympa. Et l'alternative, c'est ça, donc c'est moins sympa. Voilà, je vais faire une petite démo pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble quand on utilise ça. Allô? Ah. C'est très petit. C'est bon? C'est lisible? Cool. Ok, donc du coup, j'ai fait une petite app qui est vraiment pas très intéressante, mais ça fera l'affaire. Donc on a un input, et je peux taper des choses dedans, et ça va fetcher une liste de GIFs sur Giphy. Et ça m'affiche les GIFs. Voilà. Et c'est tout.
Et en fait, donc, la manière dont elle est construite, c'est que c'est juste un composant React, donc il y a un state. Donc en fait, j'ai défini des types TypeScript. Et donc, l'intégralité de mon state de mon application, c'est ça. C'est donc une query, donc, qui est le truc que j'ai tapé dans l'input ici, qui est une string. Un objet data qui est un union type, avec une clé statut qui me permet de savoir dans quel cas je me trouve. C'est assez important ça. Et qui permet de stocker différentes valeurs en fonction du cas. Et voilà. Et donc là pour l'instant c'est soit idle, donc c'est le statut par défaut là, soit loading, soit success. Et après je peux dispatcher des événements. Donc les événements c'est les trucs que je peux faire sur mon application en gros. Donc, par exemple quand je tape quelque chose ça fait un événement search. Quand je vide mon input ça fait un événement cancel. Et quand je reçois des résultats ça fait un événement success. Voilà. Donc, mon application elle utilise useReducer. Qui est donc une API React qui permet de gérer son state avec un reducer, qui prend donc le state courant, un événement, et qui renvoie le prochain state. Donc, comme vous voyez, ça utilise match qui est importé par tspattern. Donc là, il n'y a rien d'incroyable qui se passe. Si j'ai un événement search, je prends la query, je la mets dans mon state et je passe le data en loading. Si c'est cancel, je passe à idle. Si c'est success, je passe en success et je mets la liste d'URL dans mon state. Et donc je vérifie que tous les cas sont bien gérés avec exhaustive. Et dans le rendering, c'est un peu la même idée, sauf qu'en fait je pattern match pas sur l'événement, mais sur state.data. Et donc si c'est idle, je display ça, sinon ça, etc. Donc en fait, ma logique conditionnelle avec mon UI conditionnel, elle se trouve là. Et donc pour l'instant, il y a des bugs. Il y a plein de bugs et on va résoudre les bugs. Notamment, le bug le plus important, c'est que je ne gère pas les erreurs. Donc si je change search GIF et que je return une erreur, et ben ça va pas bien se passer. Ah non, il faut que je fork. Espérons que ça marche. Ok, donc là je tape quelque chose et mon application en fait elle crash complètement. Elle me dit t'as pas bien fait quoi. Donc du coup pour gérer ce cas-là, ce qu'il faut, c'est ajouter une clause catch là à ma promesse. Et donc ce que je vais devoir faire, c'est dispatch un nouvel événement pour gérer l'erreur. Donc je vais créer cet événement ici. Et comme vous pouvez vous y attendre, c'est une erreur avec une erreur dedans. Et je vais aussi rajouter un état, un state pour ce truc-là qui va me permettre d'afficher quelque chose de différent s'il y a une erreur. Voilà. Et donc, donc le premier truc qu'on voit, c'est que Exhaustive me crie dessus. Il me dit « c'est pas bien, tu as oublié de gérer un cas ». Mais en fait, ce qui est pratique, c'est qu'il me donne le cas que j'ai oublié de gérer, donc c'est assez sympa, parce que je sais toujours ce qui manque. Donc là, très simplement, je vais faire un peu la même chose. Je vais gérer le cas d'erreur. Et donc évidemment, je n'ai pas de GIF URL si j'ai une erreur. Donc voyons voir le type que je récupère. Et donc comme je vous disais, je récupère donc le type de l'événement dans le cas d'erreur. Donc ça veut dire que je peux déstructurer cette valeur et récupérer l'erreur. Et je vais transitionner mon state vers error. Voilà. Et donc j'ai encore une erreur, c'est exhaustive en bas là, qui me dit pareil, tu n'as pas géré le cas. En fait c'est assez pratique parce que TypeScript c'est un peu mon copilote quoi. Il me coach, il me dit ce que je dois faire. J'ai pas besoin trop de réfléchir. Je peux penser à d'autres choses et tout. Je prévois mon week-end. Et voilà. Donc là en l'occurrence je vais juste afficher le message d'erreur. Et oui, donc il manque un truc, c'est qu'il faut que je dispatche ma nouvelle action. Et voilà. Et donc là, normalement, si je fais... Voilà, donc là, j'ai bien mon cas d'erreur qui est géré, donc tout va bien. Donc l'idée, c'est que si ça compile, normalement, ça marche. On croise les doigts.
Donc, je vais enlever mon erreur hardcodée. Et le deuxième truc que j'ai envie de faire, c'est que, donc là, si je tape dog, j'ai des chiens, et si je tape n'importe quoi, bah, il me dit fetch success, et il n'y a rien. Du coup, c'est un peu nul comme expérience utilisateur. Donc, ce que je propose, c'est de fixer ça. Donc, là, ce que je pourrais faire traditionnellement, ce serait vérifier la propriété length de mon arrêt, là, et je fais une petite ternaire, machin, comme d'habitude. Mais je vous propose de faire ça différemment, avec un pattern. Donc, à la place, en fait, je vais faire GIF URLs et je vais vérifier que ça correspond au pattern array vide. Et dans ce cas-là, je vais écrire un message différent, du genre no results. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est vide. Ah, ok. Et donc là, normalement, si je tape blablabla, voilà, j'ai no result, et si je tape dog, j'ai des chiens. Donc il y a encore un bug que j'ai envie de résoudre, vite fait. C'est, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand je tape des choses, j'ai des résultats qui arrivent au fur et à mesure, et parfois j'ai plusieurs résultats qui arrivent comme ça et tout. Ça, c'est le truc typique quand on fait des inputs comme ça, de l'autocomplétion. En fait, c'est un vrai problème parce que potentiellement, je peux avoir un résultat d'une requête d'avant qui arrive après la requête d'après, et du coup, j'affiche pas le bon résultat, et donc c'est nul. Donc, il y a plusieurs manières de résoudre ce problème-là. Le problème, la solution canonique, c'est de cancel ma requête. Mais là, je ne vais pas faire ça parce que c'est pas intéressant pour TS Pattern. Donc, je vais faire autrement. En fait, ce que je peux faire aussi, c'est de faire en sorte que mon state ne transitionne pas si le résultat ne correspond pas à la query que j'ai dans mon state. Je m'explique. Là, j'ai la query dans mon state, donc c'est le truc dans l'input, et je reçois des événements. Et en fait, pour l'instant, j'ai aucun moyen de savoir si l'événement il correspond à, enfin, c'est celui de la query que j'ai dans mon state. Donc en fait, ce que j'ai besoin de faire, c'est de changer mon événement pour qu'il passe aussi la query à laquelle il correspond. Donc du coup, je vais juste rajouter une clé query pour success et error. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste transitionner si la query correspond. Il faut aussi que je rajoute ça là, du coup. Pas de questions en fait? C'est clair? Cool. Donc je rajoute juste la query qui correspond à l'événement. Donc ça, c'est celle que j'ai là. Et je suis sûr que ça va être la même, pour une raison que je n'explique pas. Et dans mon réduceur, eh ben, c'est assez simple. En fait, je peux faire query, state.query. Et donc ça vérifie que la clé query, elle correspond bien à state.query. Donc ça, c'est la clé query de l'événement. Et si ça, c'est vrai, c'est que ça veut dire que c'est égal à celle qui est dans le state. Voilà, donc je peux faire ça, et il faut que je le fasse aussi pour l'erreur. Et donc là, je me dis, chouette, je fais du bon boulot, mais en fait, TypeScript me dit, non, tu as encore oublié quelque chose. Et en fait, c'est parce que, donc il me dit, j'ai pas géré success et error. Pourtant, je me dis, bah attends, si. Mais en fait, vu que j'ai cette condition en plus, il est assez malin pour se rendre compte que je gère pas tous les cas, et donc il faut que je rajoute des cas, quoi. Donc là, je pourrais faire with status success comme avant, mais vu que finalement j'ai un peu envie d'avoir un cas par défaut, je peux utiliser otherwise qui correspond un peu au default dans un switch statement. Et par défaut, en fait, je vais renvoyer le state actuel, je ne vais juste pas updater le state. Donc normalement, là, si je tape quelque chose, j'ai qu'un seul résultat. Et voilà, et donc là, l'application est clairement parfaite. J'ai un... Merci. Juste pour vous donner un exemple un autre exemple de ce qu'on peut faire avec du pattern matching, avec TS Pattern notamment, ça exporte aussi un truc qui s'appelle isMatching, qui est une typeguard function, mot barbare en TypeScript, qui veut dire que c'est une fonction qui vérifie, enfin qui renvoie un booléen et qui vérifie quelque chose. Et grâce à ça, TypeScript va pouvoir narrow, réduire le type que je lui ai passé. Donc là, exemple, je fetch quelque chose sur Jiffy
Jiffy, et je récupère un objet response et son type est inconnu parce que ça vient d'une API et que j'ai pas de garantie vraiment sur ce que c'est. Donc je pourrais mettre any et espérer que tout va bien se passer, mais en fait je peux aussi fournir un pattern qui est donc, en l'occurrence celui-là, donc c'est ce que j'attends de l'API. Et donc là j'attends data qui est un array dans lequel il y a des objets qui ont une propriété image, qui ont une propriété fixed height, qui ont une propriété URL qui est une string. Et voilà. Et en fait, en faisant ça, je vérifie que ça correspond bien à ça. Donc je fais une assertion au runtime. Et du coup, mon type, à l'intérieur du if, il est réduit à ce que le pattern permettait. Donc ça me permet d'écrire du code type safe à cet endroit-là et d'être sûr de gérer le cas où ça ne correspond pas à ce que j'attends explicitement. Donc là, admettons, je me suis trompé, je voulais mettre image au lieu de... j'ai mis image au lieu de images, et du coup, il me dit fetch error. Bon, c'est pas vraiment un très bon message. En fait, c'est pas le fetch qui a raté, c'est le parsing du résultat. Mais voilà, c'est des choses qu'on peut faire assez facilement avec TSPattern. Voilà, les slides. Voilà, donc voilà. C'était la démo. Donc pour résumer, en fait, je pense qu'il y a une partie non négligeable du fait qu'on écrit dont la complexité vient du code matching, et que le pattern matching c'est assez pratique parce que ça nous guide vers le fait d'écrire du code qui est plus safe, plus facile à lire quand on est un peu habitué au truc. Et donc c'est assez sympa. Donc j'ai écrit un article à propos de ça que vous pouvez trouver sur Google si vous voulez. Mais c'est essentiellement la même chose que ce que je viens de vous dire. Et voilà, donc vous pouvez l'installer sur npm install TSPattern si vous voulez essayer. C'est assez stable, je ne vais pas trop changer. L'implémentation depuis un petit moment, j'ai des petites idées derrière la tête pour des features à ajouter, mais je ne compte pas casser les pieds. Voilà, je vous remercie beaucoup. On a le temps pour une ou deux questions. Ouais, j'ai pas été très rapide. Merci pour le talk. J'ai deux petites questions. Est-ce que tu as déjà utilisé la librairie avec IOTS? Je ne sais pas si tu connais cette librairie de Julio Conji. J'ai jamais travaillé utilisé. sur le type system au runtime. Tu as montré à la fin le list matching, ça ressemble un petit peu à SQL, mais tu n'as pas utilisé. Ouais, alors je connais, il me semble, c'est la librairie qui permet de représenter des effets avec un type IO, c'est ça? C'est la librairie qui permet de construire des types et aussi valider au runtime. Ah, alors, Du coup, ça ressemble un petit peu au isMatching que tu as fait à la fin. Donc, tu vérifies un type au runtime avec le type bar, tu vois. Ouais. Là, ça permet de construire un type complètement avec... Ouais. Alors, je sais que dans l'écosystème TypeScript, il y a pas mal de solutions qui... en fait, l'idée, c'est un peu l'inverse de la mienne. C'est pas de faire du pattern matching sur n'importe quelle valeur standard JavaScript ou TypeScript, mais c'est de changer sa manière de construire des valeurs en utilisant des constructeurs. Voilà. En fait, on te dit, bon, si tu veux faire un type union, tu utilises ça, et du coup, tu as une propriété match dessus qui permet de faire du code matching dessus. Le problème de ça, c'est que, alors d'une part, c'est pas sérialisable, donc ça s'intègre pas forcément bien, enfin, on peut le sérialiser, il y a des techniques, mais on ne peut pas l'utiliser directement avec un retour d'API, par exemple. Et on ne peut pas imbriquer les patterns. Donc si on a plusieurs data structures qui contiennent des data structures, si on a quelque chose d'un peu profond, on ne peut pas pattern matcher sur les trucs un peu profonds. Donc c'est une limitation que je trouve et qui est résolue par TSPattern. Mais je pense que c'est bien aussi, hein, je pense que les deux approches se valent. Et la deuxième petite question, c'est dans ton code, dans la fonction fetch, je crois que tu fais l'appel à fetch. Ouais. En fait, il n'y avait pas de type de retour. Et oui. Du coup, elle a été guidée au début par ton compilateur pour, une fois que tu as rajouté ton nouveau state et ton nouvel event, exhaustif t'a dit exactement qu'est-ce que tu devais rajouter, sauf dans cette fonction. Est-ce que c'était possible de l'implémenter pour que tu guider vraiment de bout en bout? C'est déjà de bout en bout. En fait, les types que j'écris pas, ils sont inférés par TypeScript. J'ai pas besoin de les écrire. J'ai pas l'exemple en tête exactement, je peux revenir après, on pourra en parler.
Ouais. Je sais pas, j'ai pas je vois pas trop. Je vous propose Et on peut en d'en parler parler après en buvant un coup. Merci Gabriel. Voilà.